CPAM, la seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord, est à Montréal. Exactement 16h34. Enfin, nous l'avons, mesdames, messieurs, avec nous. Et je ne sais pas s'il m'entend parce que j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. Il faut ouvrir. Bon, alors voilà, il m'entend. Je vous entends très bien. C'est Clarence Renoir. Vous savez que vous êtes l'homme le plus recherché à CPAM. Ça fait plusieurs jours, hein? Ah, heureusement que c'est pas par des instances policières. Non, mais le pays va mal. On a besoin de toutes les compétences possibles et imaginables pour regarder et élaborer des solutions, mais trouver des solutions dans les circonstances. Vous êtes à l'extérieur comme chef de parti. Quand est-ce que vous rentrez au chevet de la malade? Vous savez, aujourd'hui, la médecine peut se pratiquer à distance, la politique aussi, en quelque sorte, parce que les consultations, j'ai suivi toutes les consultations à distance, que ce soit les réunions avec la Jamaïque ou bien avec Port-au-Prince, je suis toujours au chevet de notre malade Haïti. Mais vous savez, Jean-Pierre, je vais vous dire bonsoir d'abord. Bonsoir, mon cher. Ce C'est moi soir, on a fait une sorte d'entrée en matière un petit peu cavalière, dans le sens et que c'était une personnalité recherchée. Surtout pour une première, hein? Pour une première, tout à fait. Alors, je voulais juste ajouter que aujourd'hui, il est difficile de se déplacer. Je suis dans un double cloison, je dirais. Je suis en Israël, à Jérusalem, où il n'y a pas de vols commerciaux entre les États-Unis et Tel Aviv pour le moment depuis la guerre. Et euh, même s'il y en avait, je n'aurais pas pu atteindre Haïti parce qu'aujourd'hui, entre les États-Unis et Haïti, il n'y a pas de vol non plus. Donc, vous voyez, je suis un petit peu suspendu dans l'espace, perdu quelque part, mais je vis avec beaucoup d'intensité ce qui se passe en Haïti, avec beaucoup de douleur aussi, je veux dire, parce que le pays va mal. Je comprends que pour un chef de parti, vous devez être en contact avec les instances du parti et voir. Parce que moi, je déplore cette situation et de voir que aucun leader de l'opposition n'a pu se montrer à la hauteur parce il y a encore là l'occasion de se faire valoir, pas d'aller faire la guerre avec les bandits, mais au moins de s'illustrer, de faire quelque chose pour être du côté du peuple haïtien dans les circonstances comme ça. Oui, vous avez raison. Quand vous analysez pardon, la situation du point de vue d'une démocratie organisée, éprouvée, et où l'opposition est contrôlée par un chef, c'est beaucoup plus facile. Alors que la situation en Haïti est totalement différente. En Haïti, il y a des oppositions, mais pas une opposition, Jean-Pierre. Et c'est tout le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, le Premier ministre Ariel Henry a retenu à l'extérieur. On peut avoir toutes les raisons de croire qu'il ne retournera pas en Haïti, mais il est très difficile de mettre toutes ces oppositions ensemble pour en constituer une seule qui aurait désigné un chef qui serait le remplaçant. Donc, on n'est pas dans ce cas de figure. Malheureusement, la constitution haïtienne, dans ce cas, n'est pas respectée. Elle aurait dû être respectée. Et ceci depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. La route est tracée par la constitution haïtienne pour pourvoir au remplacement
d'un président en exercice et qui aurait été atteint d'une maladie, qui aurait été rendu invalide, incapable de poursuivre son mandat. Là, la route est tracée. Malheureusement, il y a toujours en Haïti des problèmes qui surgissent au dernier moment et qui feront que, bon, la Constitution ne sera jamais respectée. En Haïti, Mm, on dit, Constitution, c'est papier, ben, honnête, c'est fait. mm. Et donc, euh, d'abord, le Premier ministre Ariel Henry est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir dans des circonstances pas tout à fait particulières, parce que il est Premier ministre désigné par un président, il n'a jamais été investi, formellement installé par le président, investi par le président, il n'a jamais été présenté devant le Parlement pour présenter son programme de gouvernement, ce qui fait qu'il est arrivé comme ça, tout d'un coup, tout de go. Et depuis, il est resté au pouvoir. Maintenant, lui trouver un remplaçant devient tout aussi difficile. Mais Soit vous on se dirige voyez, vers la Cour de cassation, vous pardon, voyez, soit on se dirige vers la Cour de cassation, qui aurait été la solution la plus sage. mhm. Mais si c'est une solution politique, ah, mais là, c'est difficile. Voyez, alors que c'est un réflexe, on parle de se mettre du côté de la population dans des circonstances très douloureuses et très particulières. C'est comment l'obligation même d'un leader politique. Et là, vous me parlez de remplacer le Premier ministre, comme quoi il faut remplacer quelqu'un qu'on a chassé et demain, ça sera à notre tour de nous faire chasser pour se faire remplacer par... Je parlais justement de cette situation au lendemain des forfaits de ces bandits-là. Il y avait même des cadavres dans les rues de Port-au-Prince encore, et je n'ai vu personne se donner la peine d'aller faire semblant de les ramasser ces cadavres-là, d'arrêter de les exposer aux yeux du public, etc. C'est des gestes citoyens qu'on attend naturellement d'un politicien, de quelqu'un qui veut devenir chef de son pays, qui veut prendre les commandes de son pays. Il faut commencer par se mettre au service du peuple. Non, mais pas forcément ramasser les cadavres dans les rues. Je ne pense pas que ça soit la mission de quelqu'un qui veut prendre le pouvoir. Non, mais soyons sérieux quand même. Vous n'allez pas demander au professeur Michel Souka, par exemple, ou à n'importe qui d'autre qui aurait l'intention de se présenter à la présidence d'Haïti, que le premier geste qu'il doit faire, c'est d'aller ramasser les cadavres dans les rues de Port-au-Prince. Premièrement, je dois vous dire que ce travail, d'abord, c'est horrible ce qui s'est passé. Il faut d'abord se pencher sur la situation et le sort des gens qui se sont fait massacrer par des bandits. D'abord, et il y a une autorité, il y a l'État, l'État qui doit sévir contre les bandits. Ensuite, il y a les autres services. Il y a les services d'ambulance, etc., qui ramassent généralement quand il y a des victimes dans les rues. Je ne pense pas que ce soit aux États-Unis ou au Canada, vous verrez ni un politicien, un parlementaire, ou un président ou un premier ministre aller ramasser les cadavres dans les rues. Si on veut être sérieux, ce n'est pas ça, à mon avis, la mission d'un chef de parti politique. Moi-même, j'aurais été chef de parti politique, je me serais fait accompagner pas nécessairement moi, mais des gens pour nous aider et faire le travail, parce qu'on a l'impression que le chef, le président d'Haïti, doit être au Palais national, doit avoir les honneurs et puis mais rien d'autre, alors que nous sommes au service de la population. Quand la population a besoin de nous, nous devons être là. Et moi, au lendemain du massacre, la population avait besoin de leaders capables d'organiser le pays, montrant qu'on est capable de prendre la relève. Pas seulement de recevoir les honneurs. Vous avez parfaitement raison. Je crois que quelqu'un qui est en responsabilité doit savoir qu'il est au service d'une population, quel que soit l'endroit sur la terre où il se trouve, qu'il est un dirigeant politique, à quelque niveau qu'il soit. Et je crois qu'un pays qui est organisé aussi s'organise autour de services qui s'activent quand la situation le demande pour faire le travail pour lequel ces services sont organisés, ces services sont payés avec les taxes d'une population. Maintenant, dans le cas d'Haïti, Jean-Pierre, je ne vous apprends rien si je vous dis que nous sommes face dans une situation où l'État n'existe pas dans ce pays. Les services n'existent pas. Donc, c'est vrai qu'il y a cette fâcheuse habitude de demander aux leaders politiques de mettre les poteaux électriques dans les rues,
c'est au leader politique, chef de parti, de... Non, c'est pas ça la mission d'un chef de parti politique. Un chef de parti politique est quelqu'un qui est dans une réflexion, dans une préparation, dans une organisation pour gérer le pouvoir, la cité, de la manière, je dirais, la meilleure manière qui soit, et qui puisse offrir un bien-être à sa population. Et je crois que ce qu'un vrai chef devrait faire dans le cas d'Haïti, ça aurait été déjà d'éviter qu'il y ait ce massacre. Et ça, c'était la responsabilité du Premier ministre Ariel Henry, d'abord, quand il était au pouvoir, d'organiser le pays autour de l'opposition aussi, de parler à tout le monde pour créer un climat où il y aurait un dialogue politique, mais pas des affrontements. Maintenant, quand vous parlez, et quand vous avez vu ce que j'ai vu aussi à Port-au-Prince, dans les rues, des gens armés lourdement avec des armes de guerre, vous allez demander à la population d'aller affronter ces gens ou à des leaders politiques de se montrer dans les rues pour les affronter. Non, ce n'était pas possible. Non, je ne dis pas que vous ayez dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un non-État aujourd'hui. Nous sommes dans un non-État où tout se passe, tout peut arriver. Je vais vous dire une chose. Il y a un peu plus d'un an, je me réunissais avec d'autres chefs de partis politiques. On était en train de voir comment discuter avec le Premier ministre, d'organiser une transition beaucoup plus équilibrée. Nous étions une bonne dizaine de chefs de partis politiques réunis avec le président de l'Assemblée nationale. À l'époque, il y avait encore 10 sénateurs en fonction. Et sur le pas de la porte, je devais rentrer chez moi, lui aussi, Éric Jean-Baptiste. On s'est salué et on s'est dit à demain, parce qu'on avait une autre réunion demain. Et vous savez ce qui s'est passé? Ouais. Éric Jean-Baptiste n'est jamais rentré chez lui, il a été fusillé dans les rues. Voilà le sort aussi qui est réservé aux hommes politiques haïtiens, si vous ne le saviez pas, je vous le rappelle. Donc, il y a aussi en Haïti cette situation dans laquelle personne n'est exempt d'un assassinat, d'un enlèvement. Et c'est ce qui se fait, c'est ce qui se pratique, pas seulement pendant cette période que nous avons connue, là, ces 3 ou 4 dernières années, mais depuis longtemps. Vous voyez, donc on a besoin de réorganiser la mentalité haïtienne aussi pour que les adversaires politiques ne sont pas des ennemis, ne sont pas des ennemis. Et tout ce Il y a une travail-là, coalition entre le pouvoir et l'opposition. et tout ce travail-là incombe davantage à un homme comme Clarence Renoir, comme professeur, comment vous l'avez cité tout à l'heure, n'est-ce pas? Et lorsque, exemple, aujourd'hui, il y a cette réunion à la Jamaïque et qu'on voit que c'est des étrangers qui sont en train de décider pour nous, et je me demande où sont des gens comme Clarence Renoir, comme professeur à droite, professeur, des gens, des intellectuels qui sont capables d'organiser leur pays devant la désorganisation. Effectivement, Ariel Henry a été choisi justement pour ne rien faire et il n'a rien fait et on veut encore dans l'international un homme comme Ariel Henry au pouvoir. Il va falloir qu'on fasse de quoi que l'opposition s'organise pour que finalement les mesures les bonnes soient prises par des Haïtiens et pas par des étrangers. C'est ce qu'ils sont en train de faire là au moment où on se parle à la Jamaïque. Vous savez, il y a une réalité, Jean-Pierre. Excusez que je vous nomme par votre nom comme ça. C'est Jean-Ernest Mais, Pierre, mais c'est bon. Jean-Ernest Pierre. Oui. Il y a une réalité à Haïti qui ne date pas d'aujourd'hui. Haïti est dans une région géographique qui fait que, avec son passé aussi historique, qui fait que ce pays a été toujours sous l'influence de certaines grandes puissances. Ça n'a pas changé depuis le 19e siècle, depuis le début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, au 21e siècle, pour plusieurs raisons. Et pourtant, il y a des leaders politiques qui sont passés au pouvoir, et pas des moindres, jusqu'à des dictatures qui sont passées au pouvoir. Des hommes qui se sont sentis très forts, très puissants, mais ils n'ont pas pu changer les choses. Moi, je crois que ce qu'il faut changer d'abord, c'est la façon que nous organisons pour faire la politique en Haïti. C'est-à-dire, il ne faut pas faire la politique avec les méthodes traditionnelles où il faut chasser un opposant, poursuivre un opposant, l'exiler, le tuer, le mettre en prison. Mais s'organiser de telle sorte que l'opposant puisse être un adversaire amical, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on peut s'asseoir, discuter,
et échanger comme dans les pays où vous vivez. Vous savez, euh, là où il y a une sorte de modernisation, je dirais, de la manière de faire, de la façon de faire de la politique. Je termine pour vous dire que ce n'est pas aujourd'hui, dans cette crise que nous connaissons, que les États-Unis, que le Canada ou la France ne vont pas s'intéresser, pour ne pas dire s'immiscer dans les affaires haïtiennes. Parce qu'ils ont créé la crise aussi, ces pays-là. Je Mais, crois mais, que mais, cela, quelque part, laissez-moi terminer si vous permettez. oui, oui. Je crois que quelque part, c'est aussi leur responsabilité de réparer ce qu'ils ont Ouais. fait comme tort aussi à ce pays. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils doivent diriger à la place des Haïtiens. Mais je vais vous dire encore une fois que aujourd'hui, personne ne peut s'aventurer dans les rues de Port-au-Prince. Les chefs de partis politiques ne peuvent même pas se rencontrer physiquement. Vous voyez? Donc, il y a de vraies difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il faut le comprendre. Il ne faut pas être... euh, oui, oui, allez-y. Oui, oui, oui. Bon, alors, cela dit, parce qu'on pourrait faire une discussion vraiment théorique sur un cours de politique ou chef de parti politique du L101, mais allons-y davantage avec ce qui se passe. Actuellement, on entend différentes formules de sortie de crise émerger dans l'esphère politique, mais le nom qui revient le plus souvent, c'est Guy Philippe. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que ça prend une sortie de crise avec un nom indispensable, celui de Guy Philippe? Et pourquoi faire Guy Philippe? Pourquoi pas un autre? D'abord, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Vous avez dit, il y a plusieurs propositions. Guy Philippe est une des propositions qui a été faite par un chef de parti politique. Il fait partie d'une équipe présentée par un chef de parti politique qui s'appelle Moïse Jean-Charles, qui s'est fait accompagner d'autres partis politiques et qui ont présenté un triumvirat, disons-le comme ça, avec Guy Philippe là-dedans. Mais il y a plein d'autres propositions, je peux vous dire, il y en a trop d'ailleurs. Vous voyez? Et maintenant, si la presse veut se saisir du cas de Guy Philippe pour brandir ce cas comme le seul, ce n'est pas le seul cas. Et je peux vous dire que personne en Haïti, en tout cas parmi les gens sensés, parmi les gens qui raisonnent, ne voudrait voir Guy Philippe présider Haïti, entrer au Palais national pour aller diriger. Il Bon, n'est pas digne de remplir cette fonction et il faut avoir le courage de le dire, mais il peut avoir ses ambitions, je ne peux pas l'empêcher d'avoir ses ambitions. Vous absolument. voyez, nous sommes justement dans une ouverture démocratique qui fait que n'importe qui peut se présenter. Comment il s'appelle? Barbecue aussi peut se présenter comme vouloir être le futur président de l'Haïti. Mais personne n'acceptera. Et là aussi, je veux dire, dans les relations internationales que nous aurons avec les États-Unis, le Canada, la France et les autres pays, qui va nouer des relations diplomatiques avec un pays dirigé par un gangster, dirigé par un repris de justice ou un dealer de drogue? Non, moi je crois qu'il faut être plus sérieux. Il y a d'autres solutions qui sont proposées. Je dis qu'elles sont il y a une pléthore, il y a une sorte d'inflation de propositions, mais il faut que les gens raisonnent ici en Haïti pour dire, écoutez, allons nous mettre ensemble, trouver une seule proposition. D'ailleurs, il y a là le chemin qui est tracé par la Constitution pour faire que la Cour de cassation puisse présenter un président et le reste, c'est la politique qu'il fera. Maintenant, dernière question, parce que le temps est trop court, il faudra qu'on se prenne un autre rendez-vous pour se parler plus librement. De manière générale, nous sommes à un carrefour. Les bandits ont franchi le Rubicon. Il faut ou qu'on les accepte dans le paysage politique, en tout cas qu'on leur donne une absolution, ou qu'on dise, ben non, tous ceux qui se sont permis de commettre des actes de cette nature-là, des crimes aussi graves contre la population, ceux-là doivent répondre de leurs actes. C'est quoi votre choix à vous dans les circonstances? C'est un choix tout à fait naturel en tant que démocrate, en tant que humaniste, en tant que personne non violente. Et moi, je suis dans une formation politique qui s'appelle Unir. Nous prêchons l'intégrité, nous prêchons la moralité, l'honnêteté aussi, même si nous le faisons
dans dans une enveloppe de réconciliation et d'union, parce que je crois que ce pays a besoin d'union et de réconciliation. Mais chaque chose a sa place, chaque personne aussi a sa place dans une société. Je crois qu'il est clair qu'il y a une manière de traiter ceux qui se présentent comme des illégaux dans le pays et qui font des kidnappings, qui violent les femmes, qui se mettent à casser du matériel de l'État, à brûler, à incendier, à libérer les prisonniers. Il y a la justice pour ces personnes. Évidemment, maintenant, on peut parler politique si vous voulez un petit moment. Euh, Quand on est en politique, il faut savoir aussi comment s'y prendre pour résoudre des problèmes quand ils se présentent ces problèmes. Car aujourd'hui, on doit reconnaître il n'y a pas de force publique légale en Haïti qui puisse faire face à ces bandits. Ils sont lourdement armés, ils sont très nombreux, ils sont très agressifs. Mais il y a une manière politiquement de les traiter quand l'État n'est pas là, et il faut trouver la meilleure manière pour pouvoir les maîtriser en attendant l'arrivée d'une force internationale dans le pays. Donc je ne suis pas là pour révéler quoi que ce soit, je ne sais pas quel est le plan qui est prévu par X ou Y, mais je sais que si c'était aussi facile que de le dire, la police nationale l'aurait déjà fait. Nous venons de franchir presque aborder 3 années depuis que ces gens-là sont pratiquement, ouvertement, ils agissent dans Port-au-Prince. Le Premier ministre Ariel Henry était là, il n'a rien fait. Il a dû faire appel à la communauté internationale. Donc, je crois que c'est une situation tout à fait particulière qui demande un traitement aussi particulier, qui doit être à la fois politique, judiciaire, social, pour comprendre ce qui s'est passé et pour ne plus retourner dans ces mêmes travers, pour que les jeunes soient pris en charge, pris en main pour sauver la jeunesse haïtienne. Parce que ce sont des jeunes haïtiens qui sont aujourd'hui versés dans la criminalité par la faute de certains politiciens traditionnels qui les ont armés, par la faute de certains hommes d'affaires qui les ont armés, et par aussi une sorte de laxisme de l'État qui n'a pas pris en main. Vous savez, quand l'État s'absente, c'est la violence qui s'installe, c'est la criminalité qui s'installe. Absolument. Clarence Renoir, leader du parti politique Unir, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous ce soir, mais c'est un premier, c'est pas le dernier rendez-vous qu'on a, n'est-ce pas? Merci beaucoup, je serai à votre disposition, à votre service. Merci. Merci beaucoup. Au Bonne soirée. revoir. Au revoir.